Le 6 août 2023 sera marqué par deux choses. Premièrement, la sortie du chapitre 1089 de One Piece et l'épisode qui adaptera le Gear 5. Et c'est bel et bien de la première chose que l'on va parler parce que si tout le monde part du Gear 5, j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à oublier le manga qui pour le coup est vraiment classique, c'est-à-dire que c'est même pas seulement nul, non c'est vraiment bien pour le coup. Cette vidéo a donc pour but de récapituler tous les événements s'étant déroulés à Egghead parce que ça va faire bientôt 4 mois. 4 mois c'est absolument énorme qu'on n'a pas vu les Mugi, ça fait super longtemps, et de se rafraîchir la mémoire pour pouvoir savourer le retour des Mugiwara en toute tranquillité. Avant de commencer, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, la cloche, voilà, vous connaissez à force tous les youtubeurs vous le disent, mais ils ont raison, et de me dire dans les commentaires si vous jamais vous voulez d'autres vidéos du genre. Je tente un format que j'aime, donc s'il marche bien, en plus, bah moi la célébrité... L'argent, putain l'argent. Pardon. Alors c'est parti, accrochez-vous et préparez-vous à revivre tout le début de l'arc Egghead. L'arrivée sur Egghead. L'arc Egghead commence à partir du chapitre 1060, chapitre où Lulusia est réelle la carte par Mother Flame, l'art du gouvernement mondial, et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est que le premier chapitre de l'arc, et c'est déjà incroyable. Je veux dire, le premier chapitre de l'arc, c'est quoi? C'est Sabo qui se fait détruire par le ciel, c'est-à-dire qu'il y a des lasers qui tombent du ciel, il n'y a plus d'île. Donc imaginez un peu la suite. Lors de ce chapitre, les Mugi arrivent aux abords d'Egghead sans encore apercevoir l'île. Ils récupèrent Jewelry Bonnie, une des supernovas. On apprendra plus tard qu'elle venait sur Egghead dans le but de trouver Vegapunk pour lui demander pourquoi Bartholomew Kuma, le père de Bonnie, avait accepté de devenir un cyborg et s'il était capable de le faire revenir à lui-même. Avant d'être à la limite de se faire bouffer par un requin robot géant qui tirera des torpilles sur le Sunny, poussant Luffy, Jinbe, Chopper et Bonnie par-dessus bord. Le requin allait tranquillement exterminer le Sunny avant de se faire remettre en place par un robot géant avec des jetpacks qui est dirigé par une fille qui se revendique comme étant le docteur Vegapunk. Bon, en réalité ce n'est que Lilith, un des 6 corps formant le Vegapunk, on y reviendra plus tard. On rencontrera par la suite Shaka, un autre corps de Vegapunk qui permet aux Mugi d'aller sur l'île. Egghead. Une fois arrivés, les Mugiwara sont choqués. L'île est en réalité une île futuriste. Hologramme, distributeur de nourriture, habillage automatique, sabre laser, clim. Enfin bref. On découvre aussi qu'il est possible de toucher les hologrammes grâce à des gants de pression lumineuse. On n'en sait pas plus, mais juste sachez qu'avec on peut toucher les hologrammes et possiblement les modifier. Parallèlement à ça, le CP0, composé de Rob Lucci, Kaku et Stussy, une mystérieuse femme extrêmement jolie, j'en dirai pas plus, accompagné du S-Beer, donc le séraphin à l'effigie de Bartholomew Kuma, se dirige vers Egghead pour tuer Vegapunk. On apprend au passage le fonctionnement des autoproclamés Vegapunk. Le véritable Vegapunk s'est scindé en 6 personnes qu'il nomme satellites afin d'être capable d'effectuer plusieurs actions à la fois. De retour sur Egghead, et cette fois-ci le groupe de Luffy se fait repérer par un pacifista flic qui s'apprête à commettre une grosse bavure puisqu'il va attaquer d'innocents pirates qui débarquent sur une île gouvernementale. Bon, ça a pas fait marrer tout le monde puisque Luffy décide de balancer son meilleur Gear Sword dans la police. Pas la meilleure idée eu l'actualité, mais bon, le chapitre est sorti il y a 8 mois, on va dire que ça va. Avant d'être arrêté par Bonnie, parce que oui, faut pas tabasser son papa, même si c'est une copie. On apprend par la suite que Kuma est l'ancien souverain du royaume de Sorbet et était considéré comme un tyran, mais qu'une fois chassé par ses habitants, il a décidé de rejoindre l'armée révolutionnaire avant d'être capturé de nouveau par la marine et remis en liberté à condition de devenir un cobaye de Vegapunk et est devenu Shishibukai par la même occasion. Bonnie nous raconte que son père venait d'un peuple spécial. On n'a pas d'infos supplémentaires même à l'heure actuelle. De leur côté, le groupe composé du reste de l'équipage est directement amené par Lilith au laboratoire de Vegapunk pour discuter avec Shaka. D'ailleurs, petite description de l'île, la partie principale en bas est appelée la Fabriophase, le labo dans les nuages est appelé le Lapophase, et le Punk Record est au-dessus du labo, les deux étant à l'intérieur d'une structure similaire à celle d'un œuf, d'où le nom de l'île, Egghead, vous avez compris. Les Mugiwara se séparent encore car Zoro et Brook décident de rester sur le navire, tandis que Sanji, Nami, Franky, Usopp et Robin se dirigent vers le labo, toujours accompagnés de Lilith. On peut aussi noter qu'il libère Caribou, parce qu'à mon avis il ne va pas rester sans rien faire au vu des infos qu'il a. On rappelle qu'il a la position de 2 armes antiques, ce qui est relativement sympathique. On découvre 2-3 nouvelles technologies sympas comme les nuages artificiels, les bots qui peuvent s'aimanter au sol ou encore les escalators. Juste avant de faire la causette avec notre mignon équipage, Shaka et Dragon discutent tranquillement au téléphone au détail près que Shaka annonce qu'il risque probablement de bientôt mourir. Dans le labo. Une fois dans le labo, au lieu d'être accueillis par Shaka, l'équipage de Chapeau de Paille sont accueillis par Edison, un autre Vegapunk, et le S-Shark, le séraphin créé à partir de l'ADN de Jinbe, qui se révèle également posséder les pouvoirs de Sui Nomi, qui est censé appartenir à Sailor Pink, ce qui voudrait dire qu'il est mort. On va voir ça juste après. Nos amis arrivent donc à gérer sans trop de difficultés, mais sans lui infliger aucun dégât notoire, avant que Shaka vienne mettre un terme au combat. On nous présente par la même occasion le reste des satellites qui sont respectivement Punk 01, Shaka, le bien, rôle, protection. Punk 02, Lilith, le mal, rôle visant à obtenir des frais de recherche. Punk 03, Edison, la pensée, rôle permettant de générer des idées. Punk 04, Pythagore, la sagesse, rôle réalisateur d'idées. Punk 05, Atlas, la violence, rôle d'évacuation de la colère. Punk 06, York, l'avidité, rôle responsable des besoins naturels.
Puis, notre cher Shaka entame la discussion en faisant une déclaration plus qu'intéressante. Il y aurait un royaume aussi développé que celui d'Egged qui existait il y a 900 ans. Est-ce que c'est bon pour... Bon, évidemment c'est une révélation majeure, d'autant plus qu'on découvre un robot antique qui a escaladé Redline pour se rendre à Marigeoise. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet sinon je vais partir en théorie, mais revenons sur le robot quand même. Ce gigantesque robot, ayant été créé durant le siècle oublié, a escaladé Redline il y a 200 ans, et apparemment, il fonctionnait avec une énergie bien spécifique, et c'est cette énergie que Vegapunk essaye de recréer. Shaka explique également que le siècle oublié est l'histoire d'une guerre contre une civilisation extrêmement avancée, et 20 royaumes, qui, une fois la guerre gagnée, ont fondé le gouvernement mondial que l'on connaît aujourd'hui, tout en s'assurant d'effacer toute trace du passé. Mais, quelque part dans ce monde, la volonté des chercheurs passionnés d'histoire avait permis à Vegapunk, grâce à leurs recherches, d'apprendre énormément de choses sur les poneglyphes et sur le siècle oublié. Et cet endroit n'est nul autre que Ohara. Les ouvrages présents sur place ont pu être sauvés du Buster Call grâce aux chercheurs qui ont sacrifié leur vie pour sauver les livres en les jetant dans l'eau qui se trouvait au centre de l'île, sous l'arbre, afin que les géants dirigés par un homme censé être mort ne viennent les chercher, et cet homme n'est nul autre que Aguar di Saolo, ou Saul, vous l'appelez comme vous voulez. Ohara a gagné. C'est ce que conclut Shaka, avant que Robin ne se mette à pleurer. D'ailleurs, faut en parler, hein, le panel de Robin qui pleure avec le sourire, il est magnifique. On apprend également grâce à un flashback que Dragon et Vegapunk sont amis depuis longtemps, et que ce dernier est en accord avec les idées révolutionnaires de Dragon, mais qu'il ne les rejoint pas, car ils n'ont pas les sous, ces clochards. Eh bah oui, ils ont pas d'argent. D'ailleurs, on voit pour la première fois à quoi ressemble Vegapunk, et putain, son crâne, il est énorme, littéralement il a pris la grosse tête, ce qui est normal avec un QI 143. Il est vraiment gros crâne quand même, avec sa langue qui pend là. Bref, on a beaucoup de questions. Et c'est aussi le cas de notre équipage préféré, et je vous le dis maintenant, vous n'aurez pas de réponse dans cette vidéo pour la plupart des questions qu'il pose. Voilà, vous devez sûrement vous en douter si vous avez déjà lu, mais je préfère préciser, on sait jamais. De retour avec le groupe de Luffy, on découvre à quoi ressemble Vegapunk actuellement. Et perso, je trouve son design vraiment réussi comparé à l'énorme merde qu'on nous a montré au chapitre d'avant, franchement. On ressent évidemment la ressemblance physique avec Einstein et l'antenne en forme de pomme qui est une référence à Newton, car oui, il a coupé sa tête pour la remplacer par une antenne qu'il a reliée au Punk Record, qui en gros est un disque dur géant sur lequel tous les Vegapunk se connectent une fois par jour pour partager la totalité de leur mémoire. Oui, le gars crée un disque dur alors qu'on se bat à l'épée et qu'on dirige des bateaux en bois. Mais tout cela est possible. Pourquoi? Eh ben je vais vous le dire, grâce au pouvoir du Nomi Nomi Nomi, qui est le fruit du démon que Vegapunk a mangé, qui lui permet de stocker un nombre infini d'informations dans sa tête, ce qui fait cependant grandir son crâne à chaque fois qu'il a besoin de place. Ce dernier en profite également pour nous partager son rêve, permettre à tout le monde de se connecter au Punk Record, créant ainsi internet et surtout créer un monde dans lequel tout le monde a accès à de l'énergie gratuitement et en quantité débordante. Rien que ça. Mais on rattrape vite la réalité vu que Bonnie a 2-3 comptes à régler avec Vegapunk, mais elle s'évanouit à cause d'un nuage d'insectes qui lui fonce dessus. Il parle vite fait de Momonosuke et de son fruit qui est considéré comme un échec par Vegapunk juste parce qu'il est rose et pas bleu. Il demande par la suite à Luffy de l'aider à quitter Egghead, mais au même moment, un navire du CP0 se prépare à accoster sur l'île, mais encore au même moment, Kuma se réveille, le vrai Kuma, hein, celui qui est sur l'île de Queue d'étrave, et décide de s'envoyer on ne sait où à l'aide de son fruit. Pythagore tente donc de renvoyer le Cypher Pole, mais il refuse et commence à parler d'étranges disparitions liées à Egghead. En effet, des navires appartenant au CP5, 7 et 8 ont tous disparu en partant d'Egghead, et décide donc de débarquer de force grâce au pouvoir du S-Beer qui possède le Nikyu Nikyu no Mi, le même fruit que Barcelone Kuma. C'est la pagaie sur Egghead et c'est à ce moment qu'on entre dans la dernière partie de la vidéo, la guerre. L'alerte est lancée, tout le monde doit évacuer Egghead au plus vite et les séraphins dirigés par Sentomaru, qui sont le S-Shark, le S-Hawk et le S-Snake, sont mobilisés pour affronter le CP0. On apprend au passage que Sentomaru a été recueilli par Vegapunk quand il était enfant. Vegapunk, le vrai cette fois, part se retrancher dans son labo protégé grâce aux frontières d'eau qui activent des rayons laser dès qu'un ennemi le franchit. Atlas part seul affronter Lucci, Kaku et ceux-ci, et se fait lamentablement humilier avant de tomber sur Luffy, qui s'énerve de voir qu'on s'en est pris à son ami, et oui, parce que vu qu'il lui a donné de la nourriture ils sont amis, et décide d'engager le combat. De son côté, la marine réalise que Vegapunk ne se laissera pas mourir si facilement, mais heureusement, Kizaru est déjà en route pour Egghead pour aider le Cypher Pole. De retour sur Egghead, Luffy et Lucci s'affrontent. Bien que Lucci ait éveillé son fruit, ce n'est pas suffisant pour faire face à un Yonko. Vegapunk profite pour observer le combat. Il est stupéfait, le guerrier blanc est enfin apparu, et il confie au Mugiwara que même dans l'encyclopédie des fruits du démon, il n'y a aucune mention du Gomu Gomu no Mi. Et précise que la forme de Luffy ressemble à un dieu des textes anciens, Nika, le dieu soleil. Il nous explique ensuite sa théorie selon laquelle tous les fruits du démon sont issus de la volonté d'évolution des hommes. Oh, j'aimerais bien produire des flammes. Oh, j'aimerais bien produire de la glace. Oh, j'aimerais bien pouvoir enfiler des gens comme une veste pour pouvoir utiliser leur force. Pas vous, mais ce statut contre nature est méprisé par la mère qui aurait retiré la faculté de nager à qui mange un de ses fruits. Kaku et ceux-ci sont chargés d'affronter 4 séraphins, car en effet, Sentomaru,
qui dirige les Séraphins, leur est supérieur dans la hiérarchie des Pacifistas. Et oui, car si jamais vous l'aviez oublié, il existe une hiérarchie au sein du commandement des Pacifistas. Et comme Sentomaru est 3ème sur la liste, les ordres qu'il donne prennent le dessus sur ceux donnés par le Cypherpol qui eux ne sont que 4ème. Le combat semble gagner d'avance jusqu'à ce que Lucci change de cible et décide de maltraiter Sentomaru, le trouant en deux comme une belle salope dans le but de lui faire perdre connaissance pour que les Séraphins lui obéissent de nouveau. Enfin, pas encore, parce que pour l'instant, il tient bon. Bien joué à toi frérot. Egghead se transforme en véritable siège. On a d'un côté le CP0 et les 4 Séraphins, et de l'autre, les Vegapunk, un équipage de Yonko et Jewelry Bonnie. Déjà que la situation semblait tendue, voilà que la marine décide d'envoyer autant de navires de guerre que possible sur Egghead, et ce n'est pas moins de 100 navires qui répondront à l'appel. Je le rappelle, je ne sais pas si Ohara est plus grand ou plus petit que Egghead, mais Ohara a été détruit à l'aide de 10 bâtiments de guerre. Là, il y en a 100. C'est colossal, c'est-à-dire que l'île risque d'être liée de la carte, littéralement. Enfin après c'est le but, mais ça va être littéralement un massacre. Au même moment, au pied de Redline, dans la ville de Redport, un bruit sourd retentit. C'est Bartholomew Kuma qui vient d'atterrir. Il est dans un sale état, mais continue d'escalader Redline pour une raison inconnue. Toujours coincé dans le laboratoire, Vegapunk se prépare à s'enfuir et en profite pour demander de l'aide à une certaine personne qui serait recherchée par le gouvernement si jamais elle commençait à les aider. Ils n'ont pas le temps de partir que le Frontier Dome se désactive soudainement, permettant à Lucci, Kaku et Stussy de s'infiltrer et commence directement par attaquer le navire de Mugiwara pour le détruire. Enfin, c'était sans compter sur la présence de Zoro et Brook qui défendent le bateau. Je tiens à préciser que c'est Brook qui fait tout, Zoro totalement inutile. Je suis un peu déçu, j'avoue. Tout le monde se prépare à partir, au détail près que Bonnie, un petit peu énervé, demande à Vegapunk de lui rendre son père, de façon plus ou moins sympa. On découvre aussi des véritables pouvoirs de Bonnie, je m'expliquerai pas parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, voilà, si jamais vous voulez voir, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube qui devraient l'expliquer. Mais juste sachez que son fruit est plus complexe que je fais rajeunir ou vieillir des gens, voilà. Vegapunk dit à Bonnie qu'il a juré à Kuma de ne pas lui raconter ce qui s'était passé, et alors qu'elle se préparait à tabasser un gosse, elle aperçoit une porte avec le logo de Kuma. Elle entre et est stupéfaite de la douleur. Énormément de douleur stockée. Mais pourquoi on nous révèle dans un flashback que Kuma est également capable de rendre tangible autre chose que la douleur, comme des souvenirs ou des images mentales par exemple. Alors cette bulle sera en fait des souvenirs de Kuma? Oui, et Bonnie n'hésitera pas à s'y enfoncer pour essayer de découvrir la vérité. Ce qui ne fonctionnera pas car elle arrêtera sa séance de voyeurisme après avoir vu son père enfant en larmes se faisant maltraiter par ce qui semble être des Tenryubito. Sur le bateau, la situation commence à être tendue car en plus du CP0, les Séraphins ont également profité de l'arrêt du Frontier Dome pour monter au labo phase, tout en s'empressant d'attaquer le labo. Mais c'était sans compter sur la magnifique Stussy, qui, après avoir endormi Kaku à l'aide d'un fruit inconnu ressemblant à un vampire, se révèle finalement être un clone de Stussy Buckingham, une ancienne membre des Rocks, et la première expérience de clonage réussie des MADS, l'organisation qui regroupait les plus grands scientifiques du monde comme Vegapunk, Judge Vinsmoke, César Clown ou encore Queen. Il ne faudra pas longtemps à Stussy pour mettre Lucci hors combat, mais il reste toujours le problème des Séraphins, car même si Vegapunk et ses satellites peuvent annuler les ordres du Cypherpol, il faudrait déjà qu'ils arrivent à les atteindre sans se faire tuer. Et c'est finalement Edison qui réussira cet exploit en arrêtant les 4 Séraphins. Fin de l'histoire, tout est bien qui finit bien. Pas vrai? Eh ben non, car un incident a eu lieu, la disparition du Stella et la perte de contrôle du Frontier Dome. Et on en reparle juste après car, entre-temps, sur un des 100 navires envoyés par le gouvernement, se trouve Kizaru certes, mais également Singe et Garcia Saturne, un des membres du Gorosei. Sans pression les gars. Malheureusement, je suis dans le regret de vous annoncer que la raison de sa présence est toujours inconnue, mais qui sait, peut-être dans le prochain chapitre. À la Fabriophase, notre cher Sentomaru est mal en point, mais toujours capable de donner des ordres puisqu'il ordonne 50 pacifistas Mark III, c'est des pacifistas améliorés, d'aider Vegapunk à quitter l'île et le défendre. Problème, comme dit plus tôt, nos amis sont tous bloqués dans le labophase et décident de se préparer pour retrouver Vegapunk, tandis que Shaka tente de réparer le dôme qui est bloqué, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus le désactiver, ils sont confinés, et évidemment ils décident tous de se séparer pour retrouver Vegapunk, mais comme se séparer c'est jamais la bonne solution, voilà que Pythagore, qui est resté seul pour essayer de retrouver Vegapunk, se prend une énorme explosion venue de nulle part en pleine tête. Au même moment, dans un drôle de dirigeable, Morgans s'apprête à écrire un article qui va mettre le feu aux poudres. Bien qu'il soit faux, attention, je précise. Le Yonko Luffy au chapeau de paille déclare la guerre totale à la marine en retenant en otage Vegapunk sur Egghead. C'est du putaclic d'époque, certes, mais au moins, le gouvernement lui sera reconnaissant et va le payer gracieusement, et ça tombe bien, car il adore l'argent. La situation se complique au labo, alors voici le topo. Nos personnages sont séparés en 5 groupes. Le premier groupe est composé de Nami, Brook et Edison, au 3e étage du bâtiment A. Le deuxième groupe est formé d'Atlas, Chopper et Robin au 2e étage du bâtiment A. Le troisième groupe est composé de Stussy, Sanji et Jinbe au 2e étage du bâtiment B. Le quatrième groupe, lui, se compose de York, Lilith, Usopp et Franky au 3e étage du bâtiment C. Quant au dernier groupe, il est formé de Shaka, Luffy, Zoro, Lucci et Kaku dans la salle de contrôle. Ces derniers aperçoivent une explosion dans laquelle sort une mystérieuse ombre qui s'empresse de détruire les caméras les unes après les autres. Il n'a pas fallu longtemps à Shaka pour comprendre. Il y a quelqu'un, ici, au sein du labo, qui cherche à leur nuire. De retour sur le groupe de Lilith où, après avoir retrouvé Pythagore,
enfin sa tête, se font soudainement attaquer par le séraphin d'Hancock. York est changé en pierre, suivi de Usopp et Lilith. Franky quant à lui est à moitié statufié. Et évidemment, en plus des caméras, les communications sont également coupées. C'est le début des problèmes. Pythagore se fait écrabouiller par Hancock. Et pour le coup là je pense qu'il est vraiment mort. De leur côté, Zoro et Luffy décident de conclure une alliance temporaire avec Kaku et Lucci pour vaincre le S-Bear, le S-Hawk. On n'oublie pas au passage de mentionner le fait que Luffy a recadré comme il fallait Lucci, parce qu'au bout d'un moment c'est marrant d'avoir évolué. Faut quand même pas oublier que Luffy c'est pas n'importe qui, Luffy c'est un Yonko. S'il veut il le cloue sur place, et il a pas manqué de le rappeler. Le groupe de Nami, lui, affronte le séraphin de Jinbei, jusqu'à l'arrivée de Sandy, qui a accouru au cri de Nami. C'est pas beau ça, franchement. Quant à Vegapunk, eh bien, il est enfermé dans une cellule avec tous les agents de Cypher Paul portés disparus, dont même lui n'avait pas connaissance, et comprend que si le gouvernement a appris qu'il menait des recherches sur les poneglyphes, alors que cette information n'était partagée qu'avec les 7 Vegapunk, cela signifie qu'il y a un traître parmi eux. Mais ce n'est visiblement pas Shaka qui vient de se prendre une balle en pleine tête après avoir essayé de sortir le Stella de la prison, et bien que le groupe de Robin s'y dirige vers l'endroit, qui serait selon Atlas un ancien laboratoire abandonné, cela laissera suffisamment de temps au tireur pour se présenter et donner son objectif. D'ailleurs, on va le présenter dès à présent. Le tireur et le traître, par la même occasion, n'est autre que York, le satellite numéro 6, qui a fait tout ça dans le but de devenir un dragon céleste, accord négocié au préalable avec le Gorosei. Et, vu que ce n'est pas suffisant, devenir le seul Vegapunk. Bon, je pense que même si son rêve se réalise, York ne risque pas vraiment de reprendre les recherches de Vegapunk, parce que je vous rappelle que son utilité au sein des Vegapunk, c'est dormir, manger, chier. C'est tout. On apprend aussi que c'est elle qui a donné l'ordre au Séraphin d'attaquer tout le monde, et au Snake l'ordre de la pétrifier, puis de la dépétrifier une fois le combat fini. Au même moment, le S-Hawk décide de partir subitement pour attaquer d'autres personnes plus faibles et laisser les plus forts pour la suite. Et Zoro et Kaku se lancent donc à sa poursuite. Finalement, Bonnie a observé tous les souvenirs de Kuma, et bien qu'il ne nous ait pas encore été révélé, au vu de sa réaction, ça ne devait pas être très joyeux. Et c'est ainsi que se conclut le début de l'arc Egghead, qui, bien que toujours en cours, a selon moi le potentiel de devenir l'un des meilleurs arcs de One Piece. Hein? Quoi? J'ai oublié quelque chose? Ah mais attendez, c'est vrai? Il y en a un qui s'approche des côtes d'Egghead. Mais ce drapeau... C'est Barbe Noire! Mais qu'est-ce qu'il fait là? N'hésitez pas à noter mon acting sur 10. Je supprimerai tous les commentaires qui mettent une note en dessous de 9,5, faut le savoir, mais notez-moi quand même, ce serait sympa. Bon, plus sérieusement, c'est déjà la fin de la vidéo, en espérant que vous ayez été utile. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous, comme ça on sera 10.